Je viens d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ce parti du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire. En ma qualité de ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, je viens de présenter le projet de loi sur la réserve de la défense nationale. Et avant cela, permettez-moi, honorable Président, honorable membre de l'Assemblée nationale, vous dire que l'objet de ce projet est un objet qui découle de principes les plus universels dans la gestion des armées. Il n'existe pas une seule armée au monde aujourd'hui qui n'a pas de réservistes. Vous suivez ce qui se passe en Ukraine, en Russie et dans beaucoup d'autres pays, même pays africains. Lorsque un pays est agressé, il ne compte pas que sur les militaires d'actifs. En fait, une armée sans réserve est comme une voiture qui entreprend un trajet long sur autoroute sans pneus de rechange. Ainsi, vous me permettrez donc que je en arrive à l'exposé des motifs de ce projet de loi. La nécessité d'assurer la protection de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République, ainsi que la défense des intérêts supérieurs de la nation, a conduit le Parlement à adopter la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées en application de l'article 122.15 de la Constitution et promulguée par le président de la République. Cependant, la loi organique susvisée ne prévoit pas la création d'un corps de réservistes au sein des FARDC. Or, toute armée qui se veut professionnelle et républicaine doit avoir en son sein un corps de réservistes pouvant venir en appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. À cet effet, dans le souci de mettre fin aux agressions récurrentes auxquelles le pays est confronté, et pour mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale par la participation de tout Congolais, conformément aux articles 63, alinéa 1er et 64, alinéa 1er de la Constitution, la création d'une réserve armée de la défense nationale s'avère impérieuse. Cela aura le mérite d'entretenir l'esprit de défense de la patrie et de renforcer le lien
entre la nation et ses citoyens. Face aux agressions répétées que connaît le pays, ayant notamment conduit à la proclamation de l'état de siège sur une partie de la République, il y a lieu d'instituer la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Nous avons une obligation ici que la Constitution nous a assignée. S'il s'agit de la vérité historique, je ne recadre personne. La vérité historique, c'est laquelle? C'est que dans l'AFDEL, il y avait des étrangers. Et ce que vous avez dit là, vous avez même vous-même dit une chose et son contraire. Bon, c'est Musée, on n'a pas critiqué Musée. C'est Musée qui a chassé les étrangers, les Rwandais, qui a mis ça en cause. Quand le pays est aujourd'hui attaqué, on voit dans les réseaux les propos des Musées. Vous comprenez? Alors ne venez pas faire de l'amalgame. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que les Rwandais ont pris le courage de venir nous attaquer depuis l'entrée de l'AFDEL. Et c'est vrai, il y avait des étrangers là-dedans. Non, entendons-nous. Entendons-nous. Il y avait des étrangers. Et ces étrangers, c'est Musée qui les a chassés. Il les a chassés. Alors, en ce moment-là, quand c'est une vérité historique, ils sont venus, c'est la même, se sont retournés contre lui. Et il dit, je vous dis, ne jamais trahir le Congo. Ce sont les mêmes qui l'ont tué. Vous voulez que je vous dise ça? Mais alors, où est nos collègues? Quand c'est une vérité historique, je dois dire, Kabaré, qui était général ici, n'était pas congolais. Et qu'est-ce que nous avons changé à ça? Non. Musée l'a chassé. Le ministre des Affaires étrangères a disparu de lui-même. Musée l'a cherché, il ne l'a pas vu. Il dit publiquement, mais où est le ministre des Affaires étrangères ici? Alors, ça, ce côté-là, les collègues n'ont pas tort. Les deux. Non, attendons. Les deux. Non, attendons les deux. Collègues, c'est dans la révolution que Musée a quitté Goma. Moi, j'ai lu l'histoire. J'étais en exil pendant 10 ans. Il a quitté Goma pourquoi? Dès qu'on a tué Kisatsu Ngandu, Musée a compris. Il a quitté Goma, il est venu s'installer à Lubumbashi. C'est de Lubumbashi qu'il est venu ici. Alors, c'est l'histoire. Nous reconnaissons les bravoures du Musée. Personne ne les mettra en cause. Nous l'enseignerons à nos enfants. Nous l'enseignerons à nos enfants. C'est depuis la mort de Lumumba que tout jeune que Musée est allé en rébellion. Voilà, moi je l'ai vu ici à la conférence nationale. Moi, je l'ai vu ici. Par après, il était parti. Depuis lors, il n'est rentré jamais ici. Non. Alors, le deuxième point. Entendons-nous, pas d'amalgame. Deuxième point. Vous parlez du président Kabila, qui a cité les noms ici. Qui a cité son nom. Non. Écoutez, on ne va pas mettre en cause ce qui a été fait pour ce pays. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Donc, collègues, je vous en prie, suivons bien les interventions des collègues. S'il faut recadrer, on doit recadrer. Mais s'il n'y a rien à recadrer, il n'y a rien à recadrer.
Merci, honorable président, pour la parole. En 3 minutes, difficile de se prononcer sur un sujet aussi important, mais on va essayer de dire quelque chose. Beaucoup a été dit. Je voudrais juste ici insister sur un fait, c'est que nous ne regardons pas d'où nous venons et les raisons de la débâcle de notre armée. Et à chaque fois, j'ai le sentiment qu'on refait la même chose qui entretient en fait l'échec, l'incapacité de nos forces à pouvoir répondre à leur mission constitutionnelle. Et c'est comme si nous regardions l'histoire juste pour copier l'art de reconstituer les catastrophes du passé. On a commencé d'abord par faire une armée en disant on voulait intégrer. Ensuite, on l'a mixé. Après, on a brassé. Et maintenant, on va faire du panachage. Je crois que cette loi est une loi de capitulation parce que le gouvernement affirme clairement que malgré les moyens qui lui sont consentis et ce qui lui est concédé par la Constitution, il est incapable d'organiser nos forces armées. Et plutôt que de porter l'effort sur la réforme d'une armée dans le cadre d'une cohérence d'action menée à travers le temps, malgré que cela est difficile, je crois que cette réforme va introduire une confusion de plus. Une confusion de plus parce qu'il s'agit, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, d'une violation de la Constitution. La matière qui concerne l'armée, j'opine, est une matière qui est de nature organique. La loi, la Constitution dit qu'en matière de la défense nationale, l'organisation de nos forces armées relève d'une loi organique, c'est l'article 91. Alors se fonder sur une myriade de dispositions pour justifier ceci n'est pas fondé d'autant plus que la loi, le projet qui est présenté, dit ici qu'on institue au sein des forces armées un corps de réservistes. Ça voudrait dire qu'on touche à une loi organique par le biais d'une loi ordinaire. Mais vous me direz, est-ce que c'est la première fois que l'on viole la Constitution ou qu'on est dans les désordres en matière de législation? Ça ne pose pas problème. Sauf que nous avons affaire ici à un service qui est un service structurant qui aujourd'hui nous interroge sur notre capacité à survivre comme État et comme peuple libre. Et je suis d'ailleurs surpris que le ministre de la Défense, au nom de la continuité du service de l'État, ne soit pas venu pour défendre cette loi et qu'on nous ait renvoyé l'ancien ministre de la Défense. Cela montre peut-être aussi un désaccord sur ce point. On a expliqué le principe de la collégialité. Je crois qu'il y a un collègue qui était ici. Ouais, mais le gouvernement, en droit constitutionnel, c'est un organe collégial. Il a dit clairement. Je ne m'adressais pas à vous, j'adressais à la plénière, honorable président. Si vous pouvez avoir l'amabilité de me laisser continuer. Oui, mais sauf que vous ne pouvez parler des choses qui ne sont pas vraies. Sur le plan politiquement vrai. 1 minute supplémentaire. Sur le plan technique, quand vous prenez l'article 2, le point 1 à 3 parle de la réserve militaire qui serait de la réserve opérationnelle. Donc ce qui implique que ceux qui doivent être dans la réserve militaire doivent avoir, conformément d'ailleurs à la Constitution, aux usages, une formation militaire préalable. Mais ils sont mélangés avec ceux qui s'engagent dans le cadre d'un engagement volontaire pendant la période de conflit et qui sont repris au point 4. Et enfin, je dirais, le gouvernement pouvait nous dire toute la vérité. Si on veut revenir sur la résolution du Parlement qui refuse d'intégrer les groupes armés dans l'armée, que le gouvernement nous dise qu'ils ont levé cette option plutôt que de se cacher derrière ce texte qui n'a sa place que dans la révision de la loi organique organisant nos forces armées. J'ai dit et je vous remercie.